Paul-François Fournier, directeur exécutif en charge de l'innovation de BPI France. Tristan Morel, cofondateur et CIO de Umiami. Clément Gallic, cofondateur et CIO de Unsee Labs. Et Maud Vinet, cofondateur et CIO de Cobly. On peut rapidement, avant de revenir sur cette thématique qui est passionnante, présenter vos sociétés. Alors Paul, on connaît BPI France. Les autres, Maud peut-être. Vous avez un micro chacun. Bonjour à tous, nous on est Cobly. Cobly, c'est une start-up grenobloise qui a été fondée il y a 18 mois, qui est issue du CEA et du CNRS et qui fabrique un ordinateur quantique avec l'ambition de révolutionner l'industrie du calcul. Du coup, moi c'est en fait Clément, Unsee Labs. Nous on a un opérateur satellite, c'est-à-dire qu'on utilise des satellites dans l'espace qui nous appartiennent pour en produire des services aujourd'hui orientés vers la mer, de surveillance maritime. Et notre spécialité, c'est l'interception de signaux radio dans l'espace. Donc nos satellites, en gros, c'est des antennes. On a développé un cœur technologique tout à fait nouveau qui nous permet de faire ça dans l'espace. Et aujourd'hui, on sert le monde entier. On a 13 satellites aujourd'hui en orbite. On sert le monde entier, des États. Vous envoyez des satellites dans l'espace et vous captez les ondes, c'est ça? Exactement. Et avec ces ondes, on localise les sources d'émission des ondes, ce qui nous permet d'en tirer plein d'informations, et notamment de suivre le trafic non régulé maritime. Et donc, on est opérationnel depuis 3 ans. On travaille dans le monde entier et ça se passe plutôt bien. Ok. Et pour Umiami? Bonjour à tous, donc, je suis cofondateur et CEO d'Umiami. C'est une start-up qui a construit la première usine du monde qui est capable de reproduire n'importe quel type de filet de viande et de poisson en utilisant seulement des plantes. Donc, on est présent aujourd'hui dans 5 pays, on a 2000 points de vente et on vise une exportation aux États-Unis d'ici la fin de l'année. Ah oui, bah, j'imagine que ça va marcher aux États-Unis. Paul-François Fournier, quand on entend ces 3 startups, on se dit qu'elles sont véritablement au cœur de la réindustrialisation dont on parle ici à Global Industries. Alors oui, elles sont au cœur de la réindustrialisation et elles ont un modèle qui nous tient à cœur et me tient tout particulièrement à cœur en tant que patron de l'innovation, c'est qu'elles sont aussi extrêmement innovantes. Et on voit bien, ça a été l'objet du mandat, je crois que Bruno était là il y a quelques minutes, de l'État, de France 2030, de nous donner des moyens, il y a maintenant 3 ans, d'être capable de trouver et de soutenir les financements de ces startups et de ces PME d'ailleurs, qui sont dans l'innovation. Alors pour s'assurer qu'on déploie ces moyens de façon efficace, on a aussi mis en place il y a 2 ans un observatoire des startups et PME innovantes qu'on a, je vois Thomas là-bas qui a été la cheville ouvrière de cet observatoire. Et on voit que ça commence à marcher, même si, évidemment, c'est plutôt des temps de cycle de 10 ans que de 2 ans. Mais en même temps, quand on a des premiers signaux positifs au bout de quelques années, on les prend quand même en tant que tels. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette étude? Elle dit 2 choses de notre fenêtre. Elle dit, peut-être 3 même. Elle dit que ça progresse. On a eu 60 ouvertures d'usines de start-up innovantes en 2023 versus 35 l'année dernière. Donc, on est quasiment dans un doublement. Et on est à 58 ouvertures de sites innovants, d'industries innovantes pour les PME versus 41. Donc, là aussi, ça progresse dans les deux. Première chose. Encore une fois, il y aura des moments plus durs parce que, encore une fois, il faut regarder sur les tendances, mais on voit bien qu'il y a une dynamique. Deuxième élément que cette étude dit, qui est pour nous très intéressante, c'est que quand on pose la question à ces startups et ces PME innovantes, où est-ce que vous allez, comment vous allez faire votre usine, elles disent pour les 2 tiers, un peu plus des 2 tiers, elles disent on va les faire nous-mêmes. Et ces gros 2 tiers, en fait, on leur demande où vous allez les faire et 90% disent on va les faire en France. Et sur le petit tiers de celles qui disent on va le faire en partenariat, et là, il n'y a pas de jugement de valeur. Hein. L'important, c'est que ça marche. Ce qui est intéressant, c'est que même celles qui se disent je vais le faire avec un partenaire, elles disent que pour 70% d'entre elles, elles le feront avec un partenaire français. Et ça dit quoi? Ça dit que, et je pense que nos amis seront les meilleurs témoins de ça, que quand on veut faire une usine, quand on est une start-up ou une PME et qu'on veut faire de l'innovation, en fait, il y a une forme de continuité entre le labo
la première site de démonstration est l'usine et que du coup la proximité est un avantage. Et donc délocaliser l'usine est un risque qu'on ne prend pas. Et donc c'est pour nous une forme de validation d'une intuition collective qu'on avait, c'est que l'innovation, d'abord on est sur le long terme, mais par ailleurs on est sur un outil de relocalisation extrêmement fort sur les startups. C'est à peu près ça que ça dit. Donc il faut souffler dans les voiles. Et on est dans l'immédiat. Je vous voyais acquiescer et Paul et Maude sur ce que dit Paul François. Une réaction? Maude, peut-être? Alors, on incarne ce que dit Paul François et en fait, on a fait un mixte. Donc, chez Cobly, vous l'avez compris, on fait un ordinateur quantique. C'est extrêmement compliqué. Personne ne connaît le chemin. Et aujourd'hui, on est vraiment dans l'innovation. On ne sait pas exactement où on va atterrir. En revanche, on a fait un pari et on connaît les prochaines étapes. Et il y a des démonstrations technologiques. Et aujourd'hui, le pari, c'est que on s'appuie sur une industrie qui existe, sur l'industrie du semi-conducteur. C'est l'industrie du calcul. Pour qu'on pense les défis physiques et technologiques de manière concomitante à l'industrialisation. On est persuadé qu'aujourd'hui, si on ne pense pas les deux de manière concomitante, on va passer à côté d'éléments importants. Et peut-être le plus grave, c'est qu'on va perdre la course. Aujourd'hui, notre terrain de jeu, c'est le monde. Et donc, on a une opportunité de positionner la France, puisque tout est ouvert, on a une opportunité de positionner la France à l'état de l'art. Et ça nécessite un écosystème. Et il y a plein de players aujourd'hui qui existent dans cet écosystème et on va chercher les gens qui peuvent aider. Et quand je dis qu'il y a plein d'acteurs, il y a des acteurs de la cryogénie, on pense à des grands groupes comme Air Liquide, on a des acteurs du semi-conducteur et à Grenoble, on est au cœur de cet écosystème du semi-conducteur avec Soitec, avec ST Microélectronique. Et notre enjeu, c'est de rallier ces grands groupes pour leur offrir des relais de croissance, pour leur offrir des relais de croissance et d'aller chercher aussi de la démonstration pour nous qui est sur les domaines à plus-value. Donc on apporte une expertise qu'on rajoute et on vient construire dans nos locaux des expertises qui n'existent pas actuellement et de coordonner et de créer un écosystème où on emmène aussi des startups et des nouveaux acteurs pour tout ce qui n'existait pas avant. Donc l'un dans l'autre, si on compte, on a été créé il y a 18 mois. Et on emmène aussi les labos de recherche. On continue à travailler parce que, Paul François le disait, il y a vraiment une continuité entre cette recherche et l'industrialisation. Donc si on fait des comptes, on a été créé il y a 18 mois, aujourd'hui on est 22. Si on compte les laboratoires de recherche, on fait travailler 55 personnes. Et si on ajoute en plus les industriels avec lesquels on travaille, on a à peu près une centaine de personnes qui bossent sur cette activité. Et c'est amené à croître. Aujourd'hui, l'ambition, c'est de devenir le NVIDIA du quantique. Donc NVIDIA, vous avez vu, hein, il y a 2 jours, vous avez entendu cette révolution qu'ils sont en train de mettre en place suite à la création de leur GPU. Aujourd'hui, on a l'opportunité de faire ça en France avec le calcul quantique et c'est ce qu'on est en train d'essayer d'incarner en s'appuyant sur un écosystème qui existe et en créant des emplois en plus. Ce que dit Maude Clément sur cette recherche qui continue, cette R&D pour aller toujours vers l'excellence, avoir une innovation atypique et donc être renforcé sur sa compétitivité, c'est aussi ça l'intérêt d'être une start-up industrielle? Oui, tout à fait. Et puis, dans Startup industrielle, il y a industrie. Nous, on fait de la deep tech, beaucoup de R&D à la base. Et on n'imagine pas au début la complexité de l'industrie. On fait des satellites, enfin, on fait une partie de nos satellites, je reviendrai après. Fabriquer un câble qui part dans l'espace, c'est compliqué. Les gens ne se rendent pas compte, mais un câble qui part dans l'espace, c'est plein de choses. Et il y a déjà plein de gens dans le monde qui le font très bien. Donc en fait, il y a aussi un mojo de base qu'il faut garder, je pense, ne pas réinventer la roue. Et rester, on en parlait tout à l'heure, on est tout à fait d'accord, ne pas réinventer la roue pour limiter aussi les risques pour la société. C'est-à-dire que si nous, dès le premier jour, on s'est dit, en fait, on va fabriquer nos satellites de zéro, on va tout faire de A à Z, déjà, il leur a fallu beaucoup plus de financement.
on rajoutait une complexité de production industrielle qu'on était incapable d'assumer à l'époque et qu'on n'a pas forcément envie d'assumer non plus aujourd'hui, pour être très honnête. Et ça nous défocalisait potentiellement de là où était notre vraie valeur ajoutée, où je rejoins vos propos, sur la partie R&D pure et sur la chose, l'instrument d'observation de la Terre qui est unique au monde qu'on produit. Donc en fait, nous, on a fait le choix de... un satellite, c'est un système de systèmes, c'est très pratique. On peut le découper en sous-blocs élémentaires. Il y a des blocs qui sont très bien fabriqués par des gens depuis des dizaines d'années ou par d'autres gens depuis quelques années. En fait, c'est aussi, donc on externalise une partie de la production, à la fois chez des acteurs installés traditionnellement et aussi chez des acteurs plus start-up, plus de notre génération. Mais jamais très loin de chez nous. On fait tout en Europe, mais principalement en France. Et il y a une autre partie qu'on fait 100% en interne. Pour des raisons de secret industriel, pour des raisons aussi de cycle. On va beaucoup plus vite. Et là, en termes de R&D, c'est la R&D continue. Hein. Donc ça va beaucoup plus vite si on fait tout en interne que si on doit externaliser les choses, on doit avoir des rapports. Donc c'est vraiment plus un modèle hybride qu'on a mis en place. Et là, on arrive à un niveau de maturité où on va réinternaliser un peu plus, mais on va continuer à garder l'apport externe sur les choses que les gens font mieux que nous, en fait. Enfin, c'est la philo. Tristan, cette flexibilité, cet esprit start-up, cette immédiateté, c'est aussi ça qui fait votre excellence, notamment dans le secteur de l'industrie, parce que c'est un secteur où les temps sont à échelle diverse. C'est vrai, donc nous, la société a été montée en 2020. Et en fait, la première année, on a réussi à développer notre technologie et ensuite, on a tout de suite obtenu un site semi-industriel dans lequel on a construit notre site pilote. Et en l'espace de 3 ans au total, on avait déjà acquis notre première usine. C'est l'ancienne usine de Knorr qui faisait soupe et les sauces. Knorr, c'est une marque d'Unilever. Et donc, on a avancé très vite. La raison pour laquelle on avance très vite, c'est d'une part parce qu'en fait, on a beaucoup d'agilité, parce que l'équipe grandit en fonction des besoins de l'entreprise. On est passé de 0 à 130 personnes ces 4 années. Mais aussi... parce que, en fait, quand on regarde un des grands enjeux, une des grandes complexités de la deep tech, c'est qu'entre le moment où on lance un projet industriel et le moment où on arrive sur le marché, le monde a complètement changé. Et les besoins ne sont pas forcément les mêmes. Pourtant, les actifs dans lesquels on a investi, c'est de l'argent réel. Vous avez un exemple ? Moi, je peux parler de notre industrie, par exemple. Quand on a lancé Umiami, les études de marché des acteurs comme BCG, McKinsey, etc., envisageaient d'ici 2030 un marché à 30 milliards de dollars. Et le marché, aujourd'hui, il est à 5 milliards de dollars. Donc, à moins qu'il se multiplie par 6 en 6 ans, ce qui est très peu probable, les études ne nous donnaient pas les vraies estimations. Donc il faut réussir à naviguer dans cet environnement-là. Et ce qu'on voit, donc exemple très concret chez nous, ce qui nous a permis de construire notre ligne de production avec un très très haut niveau de confiance sur le fait qu'on allait pouvoir s'attirer la ligne de production, c'est un très gros contrat commercial qu'on a signé avec un acteur qui est un industriel généraliste. C'est un acteur agroalimentaire qui fait tout, de la viande, des yaourts, des alternatives végétales à la viande. Et dans une industrie qui sous-performe un petit peu par rapport aux études de marché qui étaient présentes à l'époque, ces entreprises, ces PME qui sont détenues par des gros fonds d'investissement ou alors qui sont publiques, etc., elles voient une industrie un peu moins performée que prévu, en fait, ils se désinvestissent. Et le désinvestissement, il prend du temps. C'est l'industrialisation aussi. Donc nous, notre première ligne de production, elle a été montée en partie pour répondre à ce besoin-là. Donc aujourd'hui, heureusement, l'offre qu'on a, elle est toujours valide et elle attire énormément d'acteurs. En revanche, ce contrat-là, on ne va pas pouvoir l'exploiter et on va travailler avec une autre typologie d'acteurs, c'est ceux qui ne font que des alternatives végétales à la viande. Et là, on intéresse, je dirais, les 5 plus grands acteurs de notre industrie qui veulent tous pouvoir commercialiser le produit et donc qui sont tous en concurrence pour pouvoir l'acheter et le revendre. Donc, on se réinvente complètement. Donc, on a cette chance qu'il y ait des acteurs, des pure players qui se soient lancés dans l'industrie.
Mais dans un monde où ces pure players n'existaient pas, parce que tout simplement l'industrie était trop nouvelle, par exemple, bah là, on n'aurait pas de clients, quoi. Et par contre, on aurait une usine énorme derrière nous. Donc, on s'en sort, mais ça demande énormément d'agilité, énormément de flexibilité. Et malheureusement, je pense que ce n'est pas le cas de toutes les deep tech. Parfois, donc, la route est longue et sur la deep tech, bon, bah, y a pas mal de sources de risques. Il y a la technologie qui peut ne pas marcher, il y a le passage à l'échelle qui peut ne pas marcher. Et une fois que le passage à l'échelle est passé, c'est est-ce que le marché qu'on avait estimé au début était le bon? Comment on tient dans ces cas-là? Dans quel état d'esprit on est? Comment on tient alors qu'on sait que voilà, c'est pas facile. Dès le premier obstacle, je vous vois sourire, Maud, mais c'est la vérité. Comment on tient, à part le yoga? Eh ben, on écoute. On écoute ce qui se passe, on crée les marchés. Pour nous, c'est un peu plus... le marché n'existe pas, le marché du quantique. En fait, il y a un marché, il y a un besoin de calcul, mais le marché en tant que tel n'existe pas. Et donc, il est à créer cet écosystème. En même temps qu'on développe une technologie, on va aller créer l'écosystème. C'est encore plus difficile. Et c'est pour ça, ça revient à ce que disait Paul François, on a besoin d'un écosystème. Et donc, en même temps qu'on développe la technologie, on crée l'écosystème. Et donc, il y a des étapes d'acculturation. C'est pour ça que c'est intéressant d'être tout un écosystème. C'est pour ça que c'est intéressant de ne pas nécessairement être les premiers, parce qu'on bénéficie des gens qui ont acculturé. Et il y a un développement, il y a des jalons. Et comment on tient? On tient en identifiant des milestones qui crédibilisent. On tient en investissant. Enfin, on est en Europe. Les Américains n'ont pas nécessairement la même stratégie. Mais en Europe, on fonctionne beaucoup par jalons de dérisking. Et du coup, c'est ce qu'on met en œuvre. On va dérisquer la techno. En parallèle, on crée le marché. On va aller rencontrer ce marché. Et on tient en écoutant ce qui se passe, en ayant des oreilles et en écoutant les signaux faibles. Et avec la force d'un écosystème. Aujourd'hui, ce qui nous permet de tenir et d'avancer, c'est de rassembler des acteurs. On a besoin de travailler avec les meilleurs. Et je trouve la notion d'écosystème hyper intéressante. Parce qu'écosystème, ça ne veut pas dire être fermé tout sur nous. Je parle Grenoble. Il y a des forces à Grenoble, mais ça veut dire aller chercher les meilleurs, être suffisamment attirant pour que les meilleurs aient envie de jouer avec nous. Et c'est ça tout l'enjeu, de faire qu'on va tenir dans la durée, parce que ça permet des solutions de repli. Les meilleurs, ils ont aussi de l'agilité qui permet de se repositionner, qui permet d'accélérer. On est dans une course et c'est ça qui se joue aujourd'hui. Cet écosystème aussi européen, Clément, Paul François, c'est aussi ça notre force en France? C'est que c'est tout un... oui, complètement. Structure qui soutient finalement. C'est une structure et puis alors déjà c'est de la diversité. Les pays ont aussi des points de vue différents sur la façon de travailler, etc. Nous on travaille pas mal avec l'Europe du Nord. Moi je suis un bon ingénieur français formé des process ingénieurs français, des bonnes réunions de 4 heures, 8 fois par semaine, etc. C'est génial. Eux, ils ne travaillent pas pareil du tout. Et on se rend compte que c'est beaucoup plus efficace. Donc on apprend aussi, et ça revient un peu à l'échange et à l'écoute. Et après, donc ça c'est super d'avoir cette diversité de points de vue européens, parce que les pays sont différents. Et après, en termes de business et de finance, en fait, c'est l'Europe. Donc il n'y a pas de problématique. Vous faites un virement. Donc on se sent soutenu et on peut prendre des risques. Exactement. C'est des risques minimes. C'est des risques après industriels normaux, des risques de création d'entreprise. Si on n'est pas prêt à les prendre, il ne faut pas créer d'entreprise. Mais l'Europe, c'est une énorme force. On ne va pas se mentir. Paul François, cette colonne vertébrale. Oui, il y a beaucoup de choses, je trouve, passionnantes dans ce qui a été dit. Moi, je suis d'accord évidemment avec Maud. Je pense que dans cette période de complexité où les écosystèmes ne sont pas matures, il faut quand même le dire, nos écosystèmes, ils sont naissants, il faut l'assumer. Il faut écouter, il faut être incroyablement pragmatique. Et en même temps, vous entendez dans leur... Que leurs ambitions sont en même temps incroyablement fortes. Et je trouve que ce lien entre l'ambition et en même temps le côté pragmatique, c'est probablement la meilleure réponse dans cette période. Inversement, notre écosystème, il est naissant, mais il progresse. Et je pense qu'il faut en avoir en tête. C'est vrai que vous êtes, j'allais dire,
la première génération de cette première étape d'un écosystème qui permet d'arriver à des premières usines, des premiers projets assez ambitieux. Il y en a eu avant, mais là, on voit qu'il y a quand même une première vague. Donc ça, c'est important. Quand on regarde d'ailleurs les montants qui sont investis dans les deep tech, qui sont ces startups industrielles, on voit que l'Europe est en train de rattraper par rapport aux États-Unis. On a souvent le problème de se dire on n'y arrivera jamais. La réalité des chiffres, elle est quand même intéressante. Quand on regarde la part de l'Europe dans le VC mondial, on est passé sur les deep tech en particulier, on est passé de 8% dans les années 2017 à un peu plus de 22% l'année dernière. Et ça monte de façon relativement continue. Ça ne veut pas dire que c'est gagné, ça veut dire que petit à petit, ils sont en train d'ouvrir un chemin qui est en train d'attirer de plus en plus de capitaux, qui est en train du coup de nous permettre de reprendre une part normale de ce que notre savoir, nos compétences, nos écosystèmes doivent faire. Et c'est vrai que ça se fait beaucoup par les startups qui ont cette agilité pour ouvrir ce chemin. Vous parlez d'Europe, mais c'est aussi cette excellence française. Alors, je ne l'ai pas dit, mais parce qu'on est dans une période relativement européenne. Ouais. Mais il faut reconnaître que quand on regarde les chiffres, cette croissance européenne, elle a été pas mal tirée par la France, qui est en train de devenir le premier écosystème continental européen. Et qu'on a toujours les Anglais, ça c'est un bon objectif. Et puis au fond, derrière cette dynamique française, il y a aussi une émulation collective qui est en train de se créer, qui va nous permettre d'arriver à ces 35-40% de part du capital risque en Europe dans 10 ou 15 ans. C'est possible. Il faut juste qu'on soit suffisamment ambitieux et en même temps pragmatique, comme c'était dit tout à l'heure. Et puis que petit à petit, on crée ces écosystèmes, ces compétences pour y arriver. Tristan, vous êtes ambitieux et pragmatique, comme dit Paul François. Je préfère ne pas juger de ça, mais en tout cas, j'aimerais bien réitérer sur quelque chose qui est important pour moi. C'est que une conviction que j'ai créée ces dernières années, c'est qu'en Europe, la France est probablement le meilleur pays dans lequel lancer une entreprise industrielle, pour un certain nombre de raisons. La première des raisons, c'est qu'on a énormément de talents d'ingénieurs dans notre pays qui ont des compétences très fortes. Et bon, c'est difficile de dire ça, mais aussi qui sont bon marché par rapport au reste du monde pour deux raisons. La première, c'est que les salaires sont quand même relativement bas en France par rapport à l'étranger sur ces emplois-là. Et la deuxième, c'est qu'on est très subventionné. Donc, on peut être très compétitif sur le plan de la recherche et le développement. Même si les subventions vont un petit peu baisser, je pense que sur tous les piliers stratégiques du développement de la France, on va pouvoir continuer à investir massivement en recherche et développement. Ensuite, l'autre raison, c'est qu'on a des partenaires qui sont assez exceptionnels, notamment la BPI. Nous, on a levé depuis le début du Miami 110 millions, dont 42 millions de la BPI qui nous a fait confiance et qui nous a permis notamment de financer nos actifs industriels. Et l'autre chose, c'est qu'en fait, on a encore beaucoup d'usines qu'on va pouvoir acquérir. Et nous, c'est l'expérience qu'on a fait en rachetant l'usine de Knorr et auquel on peut redonner vie. Et tout va beaucoup plus vite quand on fait ça. C'est-à-dire que les murs sont déjà là, les autorisations administratives sont déjà là. Et très souvent, les collectivités territoriales jouent vraiment le jeu. C'est-à-dire qu'elles soutiennent massivement la réindustrialisation des territoires. Et donc, quand on monte une usine en France, on se retrouve avec énormément d'alliés. Les politiques, la BPI, les collectivités territoriales, et puis toutes les personnes qui sont tout simplement heureuses de retrouver un emploi après avoir vécu une désindustrialisation. C'est ce soutien, c'est cette colonne vertébrale, ces conseils, ce financement qui vous permet aussi d'innover et du coup de garder vos cerveaux aussi, vos ingénieurs, ils sont moins chers que le reste du monde, on peut venir vous les piquer par la suite. C'est comme ça que vous pouvez les garder, les motiver ?
Clément? Alors, oui, alors, il y a un ingénieur se motive aussi par... alors, il n'y a pas que des ingénieurs dans nos boîtes. Hein. Je pense qu'on est tous à des niveaux de développement où on est des sociétés complètes. On a des services administratifs, banquiers, des vendeurs, évidemment, tout ça. Donc, il n'y a pas que les ingénieurs. Mais c'est vrai, après, il y a aussi le côté intéressant du boulot, hein, qui, on ne va pas se mentir, que ce soit du quantique ou la révolution nourriture, ça motive les gens. C'est des vrais problèmes sociétaux. Pour revenir sur BPI, le soutien en France, je suis plus que d'accord avec toi. Nous, BPI est entré notre capital à un moment où c'était il y a presque 10 ans, où personne ne voulait nous financer parce que ce qu'on faisait, personne ne le faisait. Donc personne n'y croyait. BPI France, ils ont au fond le fonds d'Invest, hein, merci Nicolas, on en parlait tout à l'heure, nous a suivis dès le début, nous a permis d'avoir le pied à l'étrier, d'avoir un peu d'argent et d'avancer. Sans ça, on ne faisait pas. Et il n'y a qu'en France qu'on trouve ça. Maud, je vous donne le mot de la fin. Moi, je vais rebondir sur BPI. Nous aussi, on est soutenu par BPI et donc il y a on a une énorme opportunité en France. On est extrêmement bien soutenu pour innover, à la fois sur le côté financement, à la fois sur le côté recherche, parce qu'on a une excellence scientifique qui est présente. Et je pense que nos employés, on les motive par le sens qu'on donne à leur travail. Le salaire, c'est certes une composante, mais on a la chance, et c'est génial d'avoir des chercheurs qui vont faire des allers-retours et qui reviennent en disant on a aussi la chance d'avoir un système qu'il faut qu'on chérisse. Et c'est comme ça qu'on garde nos gens aussi sur les conditions de travail, sur tout ce que le système français met à leur disposition, sur le sens qu'on est capable de leur donner. Et pas seulement à Grenoble. Merci beaucoup. Maud Vinet, Tristan Morel, Clément Calic et Paul-François Fournier. Merci à tous les quatre.